Bonjour, bienvenue au journal de la foire des châteaux. Aujourd'hui, on va apprendre à écrire, mais écrire avec élégance. Avec un monsieur qui est ici à côté de moi. Eric. Bonjour. Bonjour. Bonjour à Alors, tous. je voudrais que tu te présentes à notre public, tu nous racontes un peu ta vie et ensuite on va développer tout cela. Alors, je m'appelle Eric Lecourt, j'ai un site internet et un magasin qui s'appelle La Tradition d'écriture ou traditiondécriture.com. Je suis spécialisé dans les objets d'écriture, ce qui implique principalement les stylos-plumes ou les encriers. Et je fais partie des derniers, si ce n'est le dernier, réparateur de stylos-plumes anciens en France. Et donc, ces stylos-plumes, quelles sont les particularités de cette technique? Alors, un stylo-plume ancien, ça devait être ta question, je pense. Oui, tout à fait. L'intérêt réside dans, tout d'abord, l'originalité, bien souvent, l'esthétisme, le look d'un stylo. Moderne, c'est toujours une appropriation, une inspiration d'un stylo-plume ancien. Tu sais que la mode est un éternel recommencement. Et il est très facile de constater que toutes les rééditions de stylo-plumes modernes sont bien souvent des rééditions, des copies, une inspiration de modèles existants. Voilà. Et ensuite, ça c'est pour l'aspect esthétique. Ensuite, l'écriture d'un stylo-plume ancien est inimitable. Les artisans des années 20, 30, 50 avaient des techniques, avaient une particularité, c'est qu'ils étaient en mesure de faire des plumes très souples qui confèrent une écriture particulièrement flexible et agréable dans les stylo-plumes anciens, ce qui est très compliqué à réaliser avec les stylo-plumes modernes qui possèdent maintenant des plumes très fermes, très dures. Et voilà la différence marquante entre un stylo-plume ancien et un stylo-plume moderne. Eh bien, quelle est la clientèle que tu rencontres? C'est monsieur et madame tout le monde qui va avoir envie un jour de se faire plaisir avec un bel outil, un bel objet. Les prix varient entre 100 € et 5000 €. Il y en a pour tous les prix, pour toutes les bourses. Et effectivement, je peux avoir des collectionneurs passionnés. Et comme je peux avoir monsieur et madame tout le monde qui va avoir un coup de cœur pour un objet que je vais réussir à partager avec lui. Mais moi, je me souviens, quand j'avais 7 ans, on écrivait à l'école, on n'avait pas de bic. On écrivait à la plume. Et je me souviens, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. C'était un cérémonial le matin. Tu ouvres ton encrier, tu fais attention à ne pas t'étacher. C'est tout à fait notre monde, c'est tout à fait notre technique. C'est sûr qu'à l'heure de l'iPad et de l'iPhone, utiliser un stylo-plume, ça devient de plus en plus insolite. Effectivement, il y a tout un cérémonial dans un stylo-plume lorsqu'on prend son encrier ou lorsqu'on cherche sa cartouche, qu'on met sa cartouche à l'intérieur de son stylo-plume. Effectivement, il y a toute une poésie autour de cela. Maintenant, je pense que tu fais peut-être référence, toi, c'est encore plus cérémonial au porte-plume traditionnel, c'est ça, hein? Tout à fait. Un porte-plume et un stylo-plume, c'est assez différent. Le Oui. stylo-plume était déjà une évolution moderne par rapport au porte-plume. Ouais, parce que nous, à Venise, tu sais, on fait des Porte-plumes porte-plumes en en verre. Bien Tu vois, sûr. on faisait très attention Oui, parce oui. que c'était des cadeaux. Tu vois, ton Ouais. anniversaire, tu Ouais, auras un porte-plume en verre. Waouh! Je crois que tu travailles avec des marques historiques. Oui, les marques historiques comme Parker, Schiffer, Waterman existent toujours, mais il peut y avoir des marques comme Montblanc, Pélican, et puis des marques un peu plus confidentielles pour les collectionneurs comme Eversharp, comme Conklin, sont des marques très appréciées aux États-Unis, par les collectionneurs français aussi d'ailleurs. Donc là, tu nous as amené quelque chose de Alors je vous ai amené particulier. un grand classique. Ce stylo-plume est si on peut faire un gros plan, ça Ouais. s'appelle un Parker 51. Ouais. Donc ce stylo est en fait un stylo absolument pas rare, hein. Je vous propose un stylo extrêmement banal si je puis dire. C'est un stylo plume qui a été fabriqué en 1952-53. Ça c'est la deuxième version. La première version a été fabriquée en 1942. Figure-toi que à l'origine, ce stylo a été conçu aux États-Unis et qu'il a été testé au Brésil auprès d'une étude de consommateurs par George Parker lui-même. Et il a fait l'objet d'un four total. Ils se sont dit ça ne fonctionnera jamais. Ce n'est pas la peine de commercialiser ce stylo, c'est une erreur stratégique. George Parker, qui était à la tête de la société qu'il avait créée dès les années 1920,
a soutenu mordicus son projet. Et c'était un stylo qui cassait tous les codes, tu vois. Les stylos plumes traditionnels ont toujours des plumes apparentes. Là, la plume, elle était enfouie à l'intérieur. C'est d'une certaine façon l'ancêtre du stylo bille ou du stylo roller. Ensuite, la matière est très simple, très arrondie, très design. Oui. Alors que les stylos plumes anciens étaient généralement avant, ils étaient en celluloïde ou en ébonite. Donc c'était très moderne. Et c'est un stylo qui ne faisait pas de plein et des déliés, tu vois. Eh bien, figure-toi qu'il a eu bien raison de croire à son projet, parce que c'est devenu le plus grand succès de l'histoire de l'écriture, puisqu'il a été édité à 20 millions d'exemplaires. 20 millions d'exemplaires. Il a existé, le tout début c'était avec ce qu'on appelait le système vacuumatique, où on dévissait, on appuyait ici. Ça c'est le deuxième système, système aérométrique. Et le troisième système, c'est un stylo à cartouche. C'est toujours la même chose. Et figure-toi qu'il a même été réédité il y a 10 ans, donc 50 ans après son extinction, il a été réédité par Parker en série limitée. Donc c'est un vrai stylo, surprenant. Et son influence esthétique doit beaucoup à Laszlo Moholy-Nagy, qui avait fondé le Bauhaus avec Lee et Kandinsky, et qui est parti aux États-Unis pour fuir Hitler. Et il a travaillé, il a collaboré avec des grandes marques comme Parker. Comme quoi, l'art toujours présente, même dans un stylo. Et par contre, l'encrier, ce petit chapeau. Il y a 4 familles d'encriers. Il y a les encriers, c'est ma définition. Il y a les encriers en cristal que tu utilises avec un stylo plume. Il y a les encriers d'apparat en métal qui peuvent être en bronze, en régule, en argent. Donc ça peut être des encriers de style orientaliste, des scènes romantiques, des scènes de chasse, des objets, des encriers animaliers. Il y a toute forme d'objets dans les encriers d'apparat. Et après, il y a ce qu'on appelle les encriers de voyage. Les encriers de voyage, c'est des objets de la vie quotidienne qui étaient réduits, qu'on utilisait pour le voyage. Et donc celui-là s'ouvre ainsi, on ouvre ici. Et après, vous avez encore cette petite chose-là qui s'ouvre là. Et vous avez l'encrier qui est présent ici. Oui, c'est disons une protection pour éviter de s'étacher pendant les voyages, voilà. Tout simplement. Très joli canotier. Très beau. Bah, les canotiers des Renoir. Exactement. Et on est sur l'île des impressionnistes. Exactement. Bon, t'as pas par hasard une petite anecdote que tu as eue, que ce soit humaine ou autour du stylo, dans ta vie des... J'en ai 1000, comme j'en ai... Là, pour l'instant, je dois t'avouer que je n'ai pas d'idée qu'est-ce que je peux te donner comme anecdote. J'ai la chance de faire un métier que j'aime. Je suis à Chatou, j'ai commencé avec mon père il y a plus de 25 ans à Chatou. J'ai décidé d'y revenir il y a 3-4 ans. Voilà, je trouve que cette foire est formidable et il y règne une atmosphère unique. Et il y fait bon y vivre et trouver des petites merveilles. Même moi, en tant que marchand, il m'arrive fréquemment de trouver des objets intéressants. On sent déjà la nostalgie dimanche soir qu'on va tout remballer. Oui, ça c'est notre aventure de tout ranger. Hein. Bon, je te remercie beaucoup d'être venu nous voir. Bon, sur cela, on se quitte et on se reverra bientôt. Ciao!